Il fut Mansa Moussa, le plus riche de tous les temps, mais aussi celui à qui nous devons la perte en partie de l'Afrique. Ah là là, ce bon vieux Mansa Moussa. On entend tellement de choses sur lui. Le plus riche de tous les temps, oui c'était un Africain, bla 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 bla. Mais moi je vais vous dire ce qu'il en est réellement derrière. Yo, 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 salut YouTube, c'est ton boy Jimmy, comme tu le sais déjà. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui la team pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu dans le titre ainsi que dans la miniature, nous allons parler de l'empereur du Mali qui s'appelait Mansa Moussa et qui est décrit comme l'homme le plus riche de tous les temps. Vous avez déjà sûrement entendu parler de lui, mais réellement son histoire dépasse toutes les limites que vous pouvez vous imaginer. La construction d'un empire prospère à ses dons de charité qui ont fait bouleverser l'économie mondiale de l'époque. Surtout, reste jusqu'à la fin pour comprendre jusqu'à maintenant pourquoi cette figure emblématique africaine Mansa Moussa est encore une grandeur historique et aussi un symbole d'opulence. Premièrement, qui était Mansa Moussa? Mansa Moussa ou Moussa Ier était le 10e des Mansa, c'est-à-dire l'empereur du Mali. Il régna de 1312 à 1337. Il est né vers 1280 et il est arrivé empereur quand l'empire du Mali était déjà l'un des plus grands empires d'Afrique. Mais il faut bien comprendre que c'est sous son règne que l'empire atteint son apogée, devenant une plaque tournante du commerce transsaharien, un centre culturel ainsi qu'un symbole de richesse. L'un des faits les plus racontés et les plus marquants de son histoire, c'est aussi le fait qui a causé la perte de l'Afrique en partie, comme je le disais dans mon introduction, c'est son pèlerinage à la Mecque. Mansa Moussa était musulman comme beaucoup dans l'Empire du Mali. Pour recontextualiser, en 1324, l'empereur du Mali, Mansa Moussa, décide de faire un pèlerinage à la Mecque. Donc en partant du Mali à la Mecque. Le problème qu'il y a avec son pèlerinage, c'est que son pèlerinage n'était pas si discret que cela. Déjà, le pèlerinage du Mali jusqu'à la Mecque, c'est 7000 km, mais il parta avec une escouade incroyable. Dedans, il y avait 60 000 personnes, dont des soldats, des esclaves, parce que oui, il y avait la traite négrière arabo-musulmane, mais il y avait aussi des fonctionnaires, des concubines et j'en passe. Mais là, c'est le plus incroyable et ce que la plupart des gens connaissent, c'est qu'il emporte avec lui massive quantité d'or. Selon certaines légendes, il aurait tellement donné d'or à l'époque et surtout dans le pays de l'Égypte que ça aurait fait tomber, ça aurait fait chuter plutôt le prix du métal dans certaines régions. Et là, vous allez comprendre où je veux en venir, c'est que ça a été donc une force de richesse et de puissance, mais ça a causé la perte aussi. Concernant sa richesse personnelle, la plupart des personnes disent que c'est l'homme le plus riche de tous les temps. En tout cas, l'un des hommes les plus riches de tous les temps. C'est très compliqué de pouvoir estimer sa richesse personnelle, mais certains historiens estiment qu'elle serait, si on parle à notre époque, estimée à plusieurs centaines de milliards d'euros. Et il faut bien comprendre que cette richesse était estimée par rapport à sa quantité d'or, mais aussi à sa quantité de sel, qui étaient les plus grandes richesses de cette économie de l'époque. À cette époque-là, le Mali contrôlait une énorme masse de mines d'or. L'empereur, Mansa Moussa, faisait en sorte de contrôler les marchés, que ce soit les marchés avec l'Afrique du Nord ainsi que l'Afrique de l'Ouest, mais aussi donc transsahariens en partant vers le Moyen-Orient. Mais à l'époque, l'Europe n'était pas encore dans l'équation. Ce qui le rendait encore plus influent, c'est que au-delà de sa richesse personnelle, il utilisait la richesse liée à l'or, l'expansion de l'empire et la glorification de son empire. Maintenant, parlons de ce que l'Europe a à voir dans cette affaire, parce que pour l'instant, je vous ai parlé uniquement du Moyen-Orient et de l'Afrique, et en particulier l'Afrique de l'Ouest avec le Mali. Il faut bien comprendre, pour recontextualiser, que nous sommes au XIVe siècle. Donc ça veut dire que la traite négrière européenne n'a pas encore commencé. La traite négrière arabo-musulmane était déjà en place, mais celle européenne transatlantique, c'est-à-dire avec les Amériques, n'avait pas encore commencé. J'ai oublié de donner une information qui peut être assez importante, c'est que selon les historiens actuels, il aurait transporté avec lui lors de son pèlerinage à la Mecque entre 17 et 18 tonnes d'or. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 17 et 18 tonnes d'or. C'est énorme. Et aussi, pour vous rendre compte de l'opulence, c'est qu'il a tellement déboursé et donné son or pendant son pèlerinage qu'il a dû emprunter de l'argent pour revenir au Mali de la Mecque. Donc c'est pour vous dire à quel point le gars, il dépensait à la mort. Mais là où il y a un gros problème, c'est que comme ce n'était pas discret et qu'il se baladait, comme je le disais, sur 7000 km et ça a duré plusieurs temps, c'est que forcément ça a parlé. À l'époque, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas de téléphone, voilà, c'était compliqué. Mais par contre, le bouche à oreille faisait du bruit et ça arrivait aux oreilles des Portugais
et des Espagnols. Et c'est à partir de là que l'Europe prend connaissance du fait qu'il y a énormément d'or dans ce qu'on appelle actuellement la zone du Sahel. Et cela va lancer plus tard l'ère de l'exploration, l'ère des découvertes, mais aussi l'ère de la traite négrière et de l'esclavage. Donc vous voyez où je veux en venir? Il y a une carte du monde, plus précisément une carte de l'Afrique qui date de 1375 et qui est une carte catalane. Je crois que ça se dit catalane ou catalan, bref, vous avez compris, d'Espagne. Et sur cette carte-là, donc c'est l'une des plus anciennes, on voit l'empereur du Mali, Mansa Moussa, avec un sceptre et tenant dans sa main quelque chose en or. Et c'est à partir de ce moment-là que, comme je le disais, les Espagnols et les Portugais ont voulu faire des découvertes et des explorations. Mais en même temps, c'est à ce moment-là qu'ils ont su qu'il y avait de très grands empires et de grands empereurs en Afrique subsaharienne. C'est pour cela que les Portugais vont développer une flotte de navires et vont commencer à naviguer dans ce qu'on appelait à l'époque le Nouveau Monde. Le Nouveau Monde, à l'époque, ce n'était pas ce qu'on appelle actuellement, enfin, en tout cas ce qui s'est appelé le Nouveau Monde avec l'Amérique, mais c'était l'Afrique. Et donc les Portugais partaient vers le golfe de Guinée, etc. pour aller vers la ruée vers l'or à cause de cet empereur qu'on appelle Mansa Moussa. Et de ce fait, il y a une rivalité entre les Portugais et les Espagnols ont voulu en faire autant, et vous voyez très bien où je veux en venir, il y a eu ce fameux personnage qu'on appelle Christophe Colomb. Mais bon, avant d'arriver à Christophe Colomb, on va parler déjà du Portugal et comment ils ont fait. La dynastie Aviz, je ne sais pas si ça se dit comme ça, excusez-moi, je ne parle pas du tout portugais, en tout cas c'est comme ça que ça s'écrit. Aviz a donné l'autorité à un prince qu'on appelait Henri, qui se faisait appeler le navigateur, l'exploration de l'Afrique subsaharienne. Et donc c'est lui qui montait des expéditions maritimes pour savoir d'où venait l'or de l'Empire du Mali. Mais il faut bien se rendre compte de la difficulté de l'époque, c'est que les Portugais ne pouvaient avancer que de 100 voire 200 km, je parle bien sur une année. En 1471, ils sont arrivés vers ce qu'on appelle maintenant le Ghana. Donc c'était pas un point d'arrivée, c'était pas quelque chose qui était central, mais ils sont arrivés là et il y avait une baie naturelle, ils devaient ravitailler leur navire en eau et en nourriture. Donc ils ont fait un stop à cet endroit-là, le Ghana. Et là, il s'est passé quelque chose de particulier, c'est qu'ils se sont rendus compte que tous les habitants du Ghana portaient énormément de bijoux en or. Ils n'étaient pas encore arrivés dans l'Empire du Mali. Juste au Ghana, ils se sont rendus compte qu'il y avait déjà énormément d'or. Donc là, au début, c'était du commerce. C'est-à-dire que les Portugais ont réussi à créer un commerce entre le Ghana et l'Europe, plusieurs pays d'Afrique plus tard avec l'Europe par rapport à l'or, parce qu'ils voulaient avoir accès à l'or du Ghana. Il faut bien se rendre compte que à l'époque, le Portugal était très très pauvre et il y avait tellement de quantité d'or dans le Portugal qu'ils ont renommé leur trésor d'or Maison de l'Afrique. C'est pour vous dire à quel point la plupart de l'or venait d'Afrique. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y avait une rivalité entre les Portugais et les Espagnols. Les Espagnols, en voyant tout l'or qu'avaient les Portugais, ils se sont dit, mais pourquoi ne pas manger du gâteau aussi? Donc, ils ont commencé à développer une flotte maritime. Et vous voyez où je veux en venir, la flotte maritime espagnole, mais aussi le financement de personnes comme Christophe Colomb pour aller découvrir les Amériques. Je dis bien découvrir, parce que c'est découvrir les Amériques pour les Européens. Et encore, on parle de découverte alors qu'il y avait des personnes qui habitaient dessus. Bref, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Il faut bien se rendre compte que les découvertes et les explorations des Européens, donc transatlantiques, au départ, ce n'était même pas pour avoir de l'or en plus, c'était juste pour rivaliser avec la richesse, avec la renommée du Portugal. C'est pour vous dire à quel point il y avait énormément d'or venant d'Afrique. Et comme ils voulaient rivaliser, ils sont partis beaucoup plus loin dans leurs explorations. Mais vraiment, ce n'était pas du tout au début pour aller voir d'autres civilisations, voir ce qui se passait au-delà de l'Atlantique. Il faut bien se rendre compte que il y a donc, comme je le disais, des racines liées à la traite négrière, à l'esclavage avec le Portugal et donc le trésor lié à l'or d'Afrique. Au début, selon les historiens, ce n'était pas le but premier des Européens de faire l'esclavage. Le Portugal était un royaume assez pauvre qui n'avait pas vraiment beaucoup de ressources. Et finalement, pour financer la recherche d'or ainsi que la construction des bateaux, Henri, le navigateur portugais, ainsi que ses hommes, ont commencé à faire au fur et à mesure le commerce d'esclaves. Il faut bien se rendre compte que l'esclavage en tant que tel existait déjà depuis très longtemps en Europe. Si on parle ne serait-ce qu'avec les Grecs ainsi que les Romains, il y avait déjà ça. Ne serait-ce que le mot esclave, slave, ça vient des pays de l'Est déjà. Donc c'était quelque chose qui était déjà commun à l'Europe, l'esclavage. Mais donc là, nous ne sommes pas encore dans le sud, en tout cas vers l'équateur. Nous sommes vraiment pour l'instant entre le Sénégal, la Mauritanie et la Guinée. C'est vraiment là pour l'instant que se passe le commerce d'esclaves. Donc selon les dires des historiens, au début ils auraient fait le commerce d'esclaves pour financer, comme je le disais, l'or ainsi que la construction des bateaux pour la découverte d'or plus lointain. Ensuite, il y a un autre événement qui est venu rentrer en compte dedans, c'est la peste noire qu'il y a eu au Moyen-Âge. Et pour la reprise économique, il fallait trouver quelque chose qui permette de pouvoir ramener du produit intérieur brut, ramener de la richesse aux différents pays et empires, royaumes de l'époque européenne. Pour vous dire à quel point la traite négrière était super importante au Portugal, c'est que 10 à 15% des Portugais
à l'époque, donc quand je parle de l'époque, je parle du XVIe siècle, étaient d'origine africaine. Enfin, plus précisément de la population de Lisbonne. Voilà, pour rectifier. Bien avant la soi-disant découverte des Amériques par Christophe Colomb, donc les Espagnols. Comme beaucoup de choses, parce que par exemple, Christophe Colomb, ce n'était pas du tout un navigateur, hein, il faut bien se le dire. Le gars recherchait l'Inde, il a trouvé donc les Amériques, bref. Mais les Portugais ont aussi fait la découverte du Brésil par accident. Et les Portugais, par la suite, ont commencé à emmener des esclaves, surtout donc des esclaves du royaume du Congo au Brésil. Et c'est là-bas qu'il y a eu la première grande industrie de la canne à sucre. Mais bon, revenons à notre Mansa Moussa, l'empereur du Mali. À sa mort, l'empire du Mali a eu des problèmes. Il y a eu une décadence avec l'empire Songhai, etc. Mais ce n'est pas le plus important. Il faut bien se rendre compte que c'est à cause de Mansa Moussa qu'il y a eu la connaissance de richesse en Afrique. Il y a eu une vraie influence durable derrière concernant donc son récit et son histoire. L'impact de Mansa Moussa sur la connaissance européenne de l'or africain ne se limite pas à sa propre époque. Sa réputation de souverain incroyablement riche et l'image de l'Afrique de l'Ouest comme une terre d'or sont restées vivantes dans l'imaginaire des Européens pendant plusieurs siècles. Et cela a contribué à façonner les ambitions coloniales des Européens. Et voilà la team, c'était le nouvel épisode de Il fut concernant Mansa Moussa, celui qui était l'un des plus riches de tous les temps, mais aussi qui a causé la perte en partie de l'Afrique. Si cette histoire vous a plu et que vous avez d'autres histoires que vous voulez que je traite, n'oubliez pas de le mettre en commentaire, de mettre un petit pouce bleu pour le soutien, de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et surtout d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy. Peace.